roule, puis on va aller à la prochaine présentation. Donc, les niveaux de compétition, les niveaux de reconnaissance de club. Comme vous le savez, il y a 4 niveaux de reconnaissance de club. Il y a soccer de qualité, le niveau régional, provincial et national. Outre ça, après ça, on va retrouver quoi? 6 niveaux de compétition qui ont été déterminés. Dans les 6 niveaux de compétition qui ont été déterminés, ben, on retrouve le local régional, le régional, l'interrégional, le provincial et le national. Bon. Ça veut dire quoi? Ça, c'est les niveaux de compétition qu'il y a par rapport aux reconnaissances de club. Donc, un club qui est reconnu comme étant national, on n'en a pas à Concordia. Donc, lui, il a le droit d'inscrire des équipes dans tous ces niveaux de compétition-là. Un club qui est provincial, on en a un actuellement qui est reconnu provincial. Lui, il a le droit d'inscrire partout sauf en national. Par contre, il peut avoir des invitations qui sont faites de certaines de ces équipes provinciales pour essayer de combler peut-être à un certain moment donné s'il y a un manque au national, parce qu'il y a 7 clubs qui ont été reconnus nationaux à travers la province. Donc, puis il va y avoir des compétitions, il va y avoir aussi des matchs qui vont se faire avec certains clubs invités potentiellement qui sont reconnus provinciaux, c'est pas tous les clubs, et avec des clubs d'Ontario. Niveau régional, c'est la majorité de nos clubs. Ils ont le droit d'inscrire au niveau local, régional et interrégional. Puis, provincial et national, ils n'auront pas le droit d'aller inscrire là avec les nouveaux niveaux de compétition. Un club de qualité, ben, lui, il devrait s'en tenir au niveau local et local-régional. Ça, c'est un peu la présentation qu'on a avec toutes les reconnaissances de clubs et ce que ça a amené comme réflexion au niveau de la fédération, entre autres, pour les niveaux de compétition. Il y a eu des ajustements qui ont été faits. À un moment donné, il n'y avait pas le niveau interrégional, ils l'ont rajouté, etc. Bon. C'est que ça va là-dessus, les gens, s'il n'y a pas de questions ou il y a des questions là-dessus pour ces niveaux-là. Donc, c'est juste faire un tour rapide de voir comment ça fonctionne. Bon. On va aller ici. J'arrive tout de suite avec les présentations de ce qu'ils ont fait suite à la première année de pilote par rapport à la fédération. Puis suite aux commentaires qu'ils ont reçus des ARS qui ont tenu des pilotes pour tenir des compétitions avec le nouveau programme, avec les CDC, les centres de développement de clubs, etc., comment répartir les joueurs, ils ont fait les constats suivants. Première des choses, ils se sont rendus compte, les jeunes, c'est le match qui les importe. Donc, ils attendent le match toute la semaine. Puis, ce qu'il y a eu comme résultat, c'est qu'ils ont eu des compétitions déséquilibrées. Il y avait des groupes trop forts par rapport des uns par rapport à d'autres. Les clubs inscrivent un nombre de groupes très différents. Donc, il y en a qui, pour une même compétition, parce que le système de base, c'était de mettre tout le monde un peu dans la même compétition. Donc, ça causait des problèmes. L'ARS, ben, il fallait qu'ils consultent un peu plus les clubs en préparation des calendriers. Les clubs ne connaissent pas assez leurs joueurs. Ça, c'est les constats qu'ils ont faits. Ensuite de ça, ils demandent de matchs amicaux. Ça, c'était pas seulement pour les meilleurs, là, les meilleurs clubs, les meilleures équipes, pour compenser. Donc, il y a eu des demandes de matchs amicaux à cause d'un manque d'homogénéité dans la compétition régionale. Les clubs, ben, ce qu'ils cherchaient à faire, c'est d'avoir des matchs pour avoir une opportunité plus intéressante pour leurs équipes, quand leurs équipes étaient trop fortes ou étaient trop faibles, peu importe, pour avoir de quoi qui était plus à leur niveau. Bon. Le match, ce qu'on a toujours dit à Concordia, le match reste la base. Le match reste le match, c'est la base du soccer. Les jeunes ne rêvent pas nécessairement, de prime abord, de s'entraîner. C'est sûr qu'il y a moyen de leur donner le goût s'ils voient des progressions, mais c'est pas ça à la base qu'ils vont chercher. Il y a de l'éducation à faire auprès des clubs des ARS, ça c'est un autre constat qu'ils ont fait. Puis ils sont posés est-ce que la recette qu'ils avaient appliquée était bonne. Bon. Ensuite de ça, ils disaient les groupes de joueurs. Alors, les groupes de joueurs, ils disaient avec des groupes fréquemment équilibrés, il y avait un gros déséquilibre à l'intérieur des groupes. Donc, quand ils essayaient de prendre plusieurs équipes, ils essayaient d'équilibrer les équipes à l'intérieur d'un groupe, parce qu'on ne parle pas d'équipe quand on travaille avec les gens, c'est des groupes qui rassemblaient pour faire une équipe. Ben, en essayant d'équilibrer ces équipes-là, ben,
À l'intérieur, il y avait des joueurs moins techniquement compétents qui se sentaient exclus, s'amusaient pas à perdre la confiance, puis d'autres qui techniquement qui étaient beaucoup plus compétents, puis se sentaient pas mis au défi, puis ils prennent pas la compétition à ce moment-là aussi au sérieux. Donc ça, c'est les constats que Soccer Québec a fait, tout l'aspect du développement avec les nouvelles reconnaissances, etc. Bon, la question qui sont posées à la base, suite à ça, hey, est-ce que la compétition est significative pour les joueurs? Parce que là, ce qu'on s'est rendu compte, on a essayé un modèle, mais est-ce que dans les faits, quand ils allaient faire un match, c'était significatif pour eux? Puis là, ils se sont dit, c'est quoi les questions qu'il faut qu'on se pose pour savoir si une compétition est significative? Alors, les questions, c'est est-ce que le joueur s'amuse, première des choses? Est-ce que les joueurs sont stimulés? Est-ce qu'il se crée de bonnes habitudes de travail avec cette compétition-là, ce niveau de compétition-là? Est-ce que les joueurs sont capables de se sentir confiants avec le ballon? Est-ce que la compétition fait ressortir le meilleur du joueur? Ça, c'est les 5 questions de base qui se sont posées suite au constat qu'ils ont fait. Puis, ça en est venu à dire, ben écoutez, voilà, nous, les principes d'une compétition significative maintenant qu'on met, puis qu'il va falloir qu'on tienne compte. Alors, puis ça rapporte, bien entendu, avec ce qu'on a vu avec il y avait auparavant. Alors, les joueurs, ils ont hâte à leur match, ils s'amusent avec leurs collègues et leurs adversaires. Il faut qu'il y ait ça. Les joueurs sont stimulés par un défi constant, mais raisonnable. Donc, il y a toujours la phase de la zone de délicieuse incertitude entre j'ai un peu de difficulté, mais je n'ai pas trop. Je suis capable de réussir aussi si je m'applique. Les joueurs peuvent créer de bonnes habitudes de travail. Les joueurs développent une confiance avec le ballon, n'ont pas peur de s'exprimer avec le ballon. Puis à la fin, ce qu'il disait, c'est le niveau de compétition fait ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ça, ce sont les 5 principes que la Fédération a fini par dire, ben écoute, là, il va falloir que les compétitions, puis les ARS, puis le reste, s'assurent que quand ils vont mettre des événements de compétition, ça suive ces 5 principes-là. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils nous ont amenés sur d'autres choses. Ils nous ont amenés avec 3 modèles. Là, fiez-vous pas trop à ce que vous voyez dans l'encadré en bas, parce que perdez pas trop de temps avec ça parce qu'on parle des clubs nationaux, provinciaux, des clubs régionaux de qualité, etc. L'idée, c'est plus d'aller voir l'approche. Il y avait 3 approches qui nous ont proposées qu'une ARS pouvait utiliser. Puis nous, c'est cette approche-là qu'on veut aller. C'est l'approche par paramètres. Puis moi, quand j'ai eu des discussions avec les gens qui s'occupent du développement technique de la Fédération, actuellement, avec les nouveaux programmes, ils m'ont dit, écoute, on est bien content que vous allez là-dedans parce que c'est l'approche, on n'a pas dit lequel prendre, parce que mais c'est l'approche qu'on trouve qui est le plus adaptée à ce qu'on a fait comme constat. Bon. Donc, une compétition régionale pourrait se structurer de façon très personnalisée. Ce qu'ils disent là-dedans, les clubs établiront le niveau de fluidité technique générale de leur groupe. Donc, quand vous allez faire ce qu'on appelle une équipe, eux autres parlent de groupe souvent, quand vous allez sortir soit des CDC ou des entraînements, vous allez décider, la direction technique va décider quel joueur va jouer avec quel groupe, avec quelle équipe cette semaine donnée-là. Ben, ils vont s'arranger de tenir compte des niveaux. L'ARS et les clubs définiront combien de classes et de niveaux attendus de ces classes afin de déterminer les principes à respecter dans la confection des calendriers. Les clubs, en collaboration avec l'ARS, décideront du meilleur environnement de compétition. Il faut que ce soit une compétition significative pour chacun des groupes. Donc ça, ce n'est toutes des choses. Ensuite de ça, il dit, il est important que l'ARS continue au cours de la saison de vérifier si les principes du calendrier sont toujours appropriés pour assurer une compétition significative. Ce qui est intéressant dans cette portion-là, on parle plus de classe. On est encore avec ça. On s'est fait dire, là, les classes, on abolit ça. Ici, pour la forme, ils ont reparlé de groupes et de classes qui tenaient compte des niveaux des équipes ou de la constitution de ces équipes-là. Donc, nous, on a dit, on va prendre cette approche-là par paramètre à Concordia.
D'un, ça va être une adaptation qui va être plus simple pour tous les clubs parce que les clubs, vous êtes tous habitués avec une approche avec des divisions, avec du A, du 2A. De toute façon, je vais vous présenter un peu ce que ça apporte comme modification du côté de la compétition. Donc, on disait, si je reviens, il y a 6 niveaux de compétition. À date, ça va? Vous suivez? Je ne vais pas trop vite? Ça va? Gênez-vous pas s'il y a de quoi, vous me le dites. 6 niveaux de compétition. Donc, on revient avec les niveaux de compétition locale, régionale, interrégionale, provinciale et nationale. Bon. Il y avait des correspondances. C'était quoi les correspondances de ces niveaux-là avec les classes et les divisions qu'on avait? Ben, c'est pas compliqué. On avait pour le local et le local régional, c'était de classe locale. Le régional, actuellement, c'est ce qui était du A. L'interrégional, c'est ce qui était du 2A. Le provincial, c'était du 3A. Et là, le national, ça fait nouvelle figure. Juste pour se situer, là, parce que ça n'a jamais existé, on va dire que c'était du 4A. On se comprend? Fait que juste pour la compréhension générale, là, c'est un peu ça. Alors, nous, on avait des divisions dans la régionale. On avait des division 1, division 2, division 3, en fonction du calibre, si on peut dire, le niveau de l'équipe. Et ça faisait que quand on avait plusieurs équipes, exemple, si on avait 17, 18 équipes dans une catégorie d'âge donnée en A, il y avait moins d'écart parce qu'on avait fini par regrouper avec les années les équipes qui étaient dans le premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers d'un classement. Ben, ils étaient capables de changer de tiers de classement dépendamment de leurs résultats de l'année précédente, même s'il n'y avait pas de classement. On tenait compte de ça parce que nous, les résultats, on les avait, les classements des équipes. Donc, ça nous donnait une idée pour aligner nos équipes et avoir justement une compétition qui était significative dans l'ensemble pour les joueurs. Alors, les nouvelles désignations qu'on va retrouver sont les suivantes. Donc, à place d'appeler ça, le local, ça va être du L. Le local régional, ça va être du LR. Le régional, ça va être du R. Interrégional, du IR. Le provincial, c'est du P. Le national, du N. Puis les divisions, ben, vous vous rappelez, je vous ai montré tout de suite avant qu'on avait une approche qui suivait. On parle plus de classe, on parle plus de division, mais on va parler de R1, R2, R3. Donc, c'est quoi les changements qu'on va avoir en 2020 pour nous? C'est juste quelques appellations. Le reste, les clubs, avec la direction technique, vont pouvoir constituer des groupes des équipes, non pas fixes, mais des équipes qui vont se présenter au match et qui vont pouvoir aligner selon le calendrier dans le R1, le R2 ou le R3 selon le calibre de cette équipe-là. Ça va à date? C'est relativement clair? Les ligues de développement maintenant. On suit la même appellation. Le local, régional, etc. Donc, on va parler de ligue de développement local, de ligue de développement local régional, de ligue de développement régional, de ligue de développement interrégional, de ligue de développement provincial, et le national, la Ligue nationale, elle va s'appeler la première Ligue de soccer juvénile du Québec. C'est ce qui est prévu. Donc, dans l'ensemble, les appellations, on comprend les niveaux. C'est relativement simple. Hein? Ça suit quoi? Ce qui est du local, c'est quoi? C'est ce que vous avez quand un club tient des activités de classe locale dans son club uniquement. Donc, on a quelques clubs qui sont capables, puis dans des petites catégories, vous en faites du local. Bon. Quand on parle de local régional, ce sont les clubs qui ne peuvent pas tenir une compétition de classe locale seuls dans leur club parce qu'ils n'ont pas suffisamment de joueurs ou de groupes de joueurs pour faire une compétition une fois par semaine. Donc, on crée un calendrier régional pour accommoder ces clubs-là. Puis la compétition régionale, puis le reste, ça suit. Là. C'est ce qui était du A, du 2A, du 3A. Maintenant, la LSEQ, elle va être encore là. Ça veut dire que tous les clubs qui avaient des équipes inscrites en Ligue de soccer élite du Québec, ils vont maintenir ces équipes-là
qui sont à un niveau provincial jusqu'à ce que la Ligue élite, ces équipes-là, terminent dans à peu près 3 ans. Donc, en 2024, la LSEQ va disparaître et cette année, c'est le U13 et U14 du côté du Ligue de développement provincial. Et ça, on n'a qu'un seul club qui est actuellement reconnu provincial, qui est affecté par ça, c'est Rivière-des-Prairies. Bon. Puis, ce qui est de la première Ligue de soccer du Québec, c'est un peu la même chose. Elle va vivre encore ces 3 années-là jusqu'à temps qu'on tombe avec toutes les catégories qui vont s'en venir en 2022, 2023, 2024. Là, on a commencé avec U13, U14. On commence en 2021 pour la LSEQ, la Ligue de développement provincial, excusez. L'année prochaine, ça va être U13, U14, U15. L'année suivante, U13, U14, U15, U16, U17. Puis ça va suivre comme ça, puis ça va finir de sa belle mort. Donc, les clubs qui avaient déjà des équipes 3A vont pouvoir maintenir leur équipe 3A dans la compétition de la Ligue de soccer élite du Québec jusqu'à ce que cette équipe-là est terminée, puis qui tombe en catégorie senior. Tu vas voir là-dessus? Donc, c'est relativement simple dans le fond. On change des appellations, puis on reste à peu près avec ce qu'on avait comme niveau de compétition. Alors, les jours de match. Je vous ramène là-dessus. Là, on va parler des jours de match, puis la fréquence des matchs versus les centres de développement des clubs. Alors, ce qui va être, c'est comme l'année dernière. On avait été précurseurs l'année dernière. On s'était dit, on va se prendre un peu d'avance. On va mettre des catégories U9, U10, U11 et U12. Toutes les équipes de ces catégories-là vont jouer leur match la même journée. Ça veut dire le match de la semaine qui est prévu en U9, en U10, en U11, U12. On va suivre le même calendrier qu'on avait l'année dernière. On essaie toujours de respecter les mêmes journées de match en autant que faire est possible. Pour les autres catégories d'âge, les autres groupes d'âge, là, je n'ai pas changé là, les D1 et D2. Là, j'ai pris ce qu'on avait en 2020. Là, on va se retrouver avec quoi? Exemple, si je prends, je vais aller avec attendez une minute. Alors, je vais juste aller chercher mon pointeur. Alors, si je prends ici, dans U13, à place d'être D2 ou D1, on va retrouver U13. Il n'y aura pas de A, ça va être R1, R2, R3 au besoin. On se comprend? Fait que ça respecte un peu la même chose, sauf qu'on change les appellations. Fait que ça ne sera pas trop compliqué quand même de faire le transfert et la compréhension que le R1, il va être à réunir des équipes qui sont plus fortes que le R2 et que le R3 s'il y a 3 divisions, etc. Ça va? Donc, c'est un peu ce que je voulais vous présenter avec celui-là pour l'instant. Maintenant, outre ça, attendez 2 minutes, il faut que je revienne. Je vais reculer. Outre ça, je veux juste enlever vos figures. Alors, ici, ce qu'on retrouve là-dedans, ce qui est en jaune en passant, c'était les ligues de classe locale régionale qu'on trouvait là. L'année dernière, on avait juste 3 divisions. Il y a peut-être des années qu'on va en avoir plus, des années qu'on en a moins. Puis, dans toutes les autres catégories d'âge, on va essayer de respecter ces mêmes journées de match-là. Mais comme à tous les ans, si je me retrouve avec une catégorie qu'on n'avait pas l'année précédente, là, il faut que je trouve une place. Puis des fois, ça peut faire un petit réaménagement. Mais ça, on vous le donne au fur et à mesure. Il y a une affaire qu'il faut que je vous amène, c'est sur les principes. Puis là, on a des gens, je sais bien, parce qu'on a beaucoup de directeurs techniques aussi là-dedans. Il va falloir qu'on fasse un lien aussi. Le principe de base qui a été vu avec toute la réforme, c'est que, peu importe, là, je sais que la plupart de nos clubs offrent des choses. Là. Ça ne veut pas dire que ça offre exactement ce que je vous montre là, mais le principe de base, c'était de faire en sorte qu'un club pouvait offrir entre 0, 1, 2 ou 3 entraînements par semaine. Et à ce moment-là, selon le calibre ou le potentiel du joueur, le calibre du joueur, le niveau du joueur, là, il pouvait l'assigner à un groupe, à une équipe qui allait jouer dans une compétition de X niveau. Donc, puis c'est pas couler dans le béton, parce que moi, j'ai eu des discussions lors d'une rencontre avec les gens de la Fédération puis d'autres ARS en novembre dernier. Puis ces personnes-là, ce qu'on disait en gros, c'est que une personne qui fait aucun entraînement, il s'inscrit au club,
puis il va à aucun entraînement par semaine, ben, on ne le refuse pas. Puis lui, ben, si, exemple, c'est un balou, ben, lui, s'il joue avec l'équipe qui est la plus forte, il joue avec l'équipe la plus forte, mais au fil du temps, il va se faire rattraper par les autres parce qu'il ne s'entraîne pas. Donc, c'est un peu ça. Mais à la base, ce qu'ils voyaient, c'est que c'était ceux qui s'entraînaient X nombre de fois par semaine allaient à un niveau. Mais ça ne fonctionne pas, ça, 100%. Puis, ils ont réalisé qu'il y a peut-être une ouverture à mettre là. L'autre élément, la fréquence qui est prévue, c'est un match par semaine. C'est ça qui est prévu. Là, on va parler du U9 à U12, là. Puis même pour les catégories qui sont ailleurs, c'est un autre paire de manches, mais U9 à U12, là, principalement, là, un match par semaine. Donc, il faudra faire attention parce que d'aller faire des matchs hors concours avec des gens, d'autres clubs, etc. Puis là, je parle à tout le monde, là, que ce soit du côté de la technique puis le reste, ça ne rentre plus dans les critères. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas en faire jamais. Ça peut être à l'occasion. Mais tu ne peux pas commencer à faire 2 matchs semaine, plus 2 ou 3 entraînements par semaine. Ça ne rentre plus dans les critères du développement de ce que l'Association canadienne a mis sur la table et la Soccer Québec a mis sur la table. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut avoir une bonne compréhension de ça. L'idée, c'est une fréquence d'un match semaine. C'est sûr qu'il y a un report de match, surtout les catégories U13 et plus chez nous, où il y a un classement. Ben, s'il y a un report de match à mettre, on va faire le report de match, on va faire 2 matchs dans la semaine. Mais la fréquence qu'on cherche à faire, il y a un tournoi où il y a une occasion d'aller avoir un match, là, tu sais, je sais pas, la direction technique du garde, on va essayer avec un match là, puis un autre match là avec des équipes d'un autre club. Il y a pas de problème, mais pas de façon fréquente tout le temps. On veut pas loader les jeunes. C'est pas bon nécessairement pour leur développement. Donc, ça va prendre une bonne conscientisation des clubs, puis qui écoutent allègrement ou bien les conseils de la direction technique sur ces plans-là. Il faut faire attention à ces points-là. Donc, ça, ce sont des éléments que je voulais mettre en compte par rapport aux journées de match. D'accord? Fait qu'encore là, pour nous, il n'y aura pas 36 changements. On se comprend? Pour la compétition, là, on essaie d'amalgamer la compétition, tout ça, avec tout ce qui a été vu. Bon. Maintenant, les qualifications pour les entraîneurs puis les assistants entraîneurs ou les adjoints, les gérants, peu importe comment on les appelle. Cette année, nous, ce qu'on s'est dit, par rapport au côté obligatoire des ligues, donc dépendamment, ce qui va être obligatoire en 2020, Concordia, on a discuté puis on s'est dit, on va donner un break aux clubs. Ils auront un choix. On va respecter les normes de la fédération actuelle avec les nouvelles exigences qu'ils ont. Mais, parce que nous, on avait des exigences qui allaient un petit peu au-delà, puis c'était bien. Puis on va donner un break parce que là, on a Respect Sport qui vient peut-être dans les budgets, une année de COVID, etc., qui vient jouer là-dedans. André? Oui. Petite question écrite par Leonardo. Oui. Pour le LDIR, oui. le 13 et 14, est-ce possible d'inscrire plus d'une équipe par club? Actuellement, nous autres, on va maintenir une équipe par club dans LDIR. Il faudra voir dans le cas de, parce que ça c'est Leonardo à RDP, faudra voir, mais ce qui est prévu à la base, c'est une équipe par club encore en 2021. Parce que ce qu'on disait, pour avoir 2 équipes là-dedans, il faut vraiment avoir, de niveau, là, de calibre, là, il faut vraiment avoir du membership. Beaucoup de membership. Là, on sait que c'est un club qui tourne autour de 2000 membres à peu près, pas tout à fait. Mais dans le passé, en tout cas pour cette année, on ne pense pas modifier ça. On verra avec les années subséquentes. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'un club comme Rivière-des-Prairies, juste pour l'intérêt des autres, s'ils inscrivent une équipe qui était dans le 2A l'année dernière, en prévision du 2A, puis l'inscrivent dans la Ligue de développement provincial, bien là, ils ont des équipes qui peuvent monter. Mais il ne faut pas oublier que nos autres équipes aussi ont un calibre. Elles ont un calibre. Alors, ce calibre-là, si on les monte, mais c'est pas fermé là, à 100%. On verra des besoins. C'est ce qui demande la fédération, qu'on soit capable de s'ajuster aussi en courant d'année ou d'une année à l'autre par rapport à ces besoins-là. J'espère que ça répond à Leonardo et où, en tout
cas au club. Obligatoire. Alors, obligatoire pour, selon la catégorie d'âge, l'entraîneur et l'adjoint. Donc, U4 à senior, tout ce qui est local et local régional, là, autant pour l'entraîneur que pour l'adjoint, ce qui va être demandé cette année, c'est respect sport. Ça coûte 30-35 $ de plus au club. Il y avait une question de budget là-dedans qu'on s'est dit, si les clubs ont déjà budgété, ben, allez-y, faites former vos entraîneurs. Vous allez être d'avance pour l'année prochaine. Mais si on veut vous donner un lousse pour cette année, c'est le lousse qu'on se donne. Alors, pour le U12, U9 à U12, tout ce qui est dans la Ligue de développement régional, ben, on va demander, selon les exigences de la fédération, un S3, plus respect sport, puis l'adjoint tout le temps respect sport. Quand on va parler de U13 à senior pour la Ligue de développement régional, regardez bien là, respect sport et respect sport. Ça, c'est les exigences de la fédération actuelle. Pour l'interrégional, U13 à senior, un S7 et respect sport pour l'entraîneur, puis pour l'adjoint, un respect sport. Au niveau de la Ligue provinciale, de développement provincial, U13 à senior, il demande un entraîneur de soccer provincial qui est l'ancien DEP, plus respect sport pour l'entraîneur et respect sport pour l'adjoint. Ça va là-dessus? Alors ça, c'est cette année, ça donne un lousse au club qui, pour X raison, il dirait, ben écoute, ouais, je suis à côté avec mon budget, là, je vais me donner un petit lousse, ça va donner ce lousse-là. Fait qu'on fait ça pour cette année. Par contre, pour 2022, attention, on revient avec les exigences suivantes. On a toujours eu des exigences qui étaient correctes. On veut pas reculer avec ces exigences-là nécessairement. Donc, en Ligue de développement régional, on va revenir avec tout ce qui est du local régional, mais Ligue de développement régional, U9 à U12, S3 plus respect sport plus théorie A. L'adjoint, ça reste toujours respect sport. Quand on parle du U13 à senior, c'est du S7 plus respect sport plus du théorie A. L'adjoint, respect sport. Ça, vous allez tout avoir ça. De toute façon, les clubs, on va avoir ça dans nos contenus de guides d'entraîneurs, là, des guides de 2021. Dans l'interrégional, Ligue de développement interrégional, U13 à senior, S7 plus respect sport plus théorie A. L'adjoint, respect sport. Dans la Ligue de développement provincial, c'est eux qui gèrent ça. Donc, ça reste entraîneur de soccer provincial plus respect sport et respect sport du côté de l'adjoint. Ça va? Du côté des ligues locales et locales régionales, bien là, nous, quand on va arriver avec les U4 à U6, on a regardé avec notre technique, notre secteur technique, et ce qui a été établi, ça va être un S1 plus respect sport. Puis, l'autre côté, ça va être respect sport. Quand on va être avec du U7, U8, à ce moment-là, ça va être du S2 plus respect sport plus le théorie A. L'adjoint, comme je l'ai dit, on l'a mis, là, je me répète, là, je redonde, c'est respect sport. Quand on va faire du 9 à U12, ça va être du S3. Il n'y a pas de différence avec le local, la Ligue de développement régional. On demande les mêmes choses pour la Ligue de développement, la Ligue locale, la Ligue locale régionale. Puis, quand on va être avec du 13 à senior, bien, ça va être la même chose que pour la Ligue de développement régional, Ligue de développement interrégional. Donc, ça va être les qualifications en 2022. Donc, je vous répète, les clubs qui, advenant le cas, ont déjà mis dans leur budget des choses pour faire suivre des formations, allez-y. Mais cette année, si jamais vous êtes pris, on ne pressera pas sur le citron du tout. Vous allez devoir juste suivre au pire aller, les recommandations pour 2021. Ça va là-dessus? Pas de questions? Bon. Saison extérieure 2021. Bon, comment est-ce qu'on va procéder pour 2021? Ça va être relativement simple. Il y a eu une rencontre avec les présidents des clubs. Ce qui a été établi avec eux autres, c'est que l'inscription des équipes, elle va se faire pour le 22 mars, une inscription de base.
Après ça, ben, la vérification des inscriptions va aller au 5 avril, donc 2 semaines après. Généralement, on demandait un retour de vérification la semaine suivante. Là, ça va être 2 semaines après. Il y a une main levée ou une main qui applaudit du côté d'RDP, de Rosemont. Rosemont, il y a une question. Oui, Je ne vas-y. sais pas si Alan, tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question. Vas-y, Oui, Alan. oui, merci. Là, à propos des formations, surtout pour les plus jeunes, là, les 4 à 8, Oui. nous, au club, on a une formule. Le responsable d'activité ou responsable de plateau, on appelle ça, il doit être formé. Okay? C'est quelqu'un qui, par rapport aux exigences qu'il a toujours eues de la part de la fédération, il les a eues. Mais les jeunes qui nous aident à faire les activités, normalement, c'est des jeunes que nous, on encourage pour qu'après, s'ils veulent, ils puissent devenir entraîneurs. Et on essaye au maximum de leur demander, pour les encourager aussi, qu'ils commencent à faire des formations, bien sûr en commençant par le S2, qui est la formation de base, mais il n'y a pas tout le monde qui le fait, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils font ça juste comme une petite job-in d'été et ils ne sont pas sûrs de continuer l'année prochaine. Oui. Alors, si je comprends bien, à partir de cette année 2021, même nos jeunes moniteurs devront passer ces formations s'ils veulent être en contact avec les U4, U6? Non. Là, ce qu'on parle, c'est quand ils sont dans des contextes. Parce qu'il faut faire une nuance entre les U4, U6 que vous êtes en CDC. En CDC, de toute façon, c'est déjà prévu. Il y a des formations pour ceux qui animent les plateaux. On est d'accord avec ça. Ceux qui gèrent ça, ils ont une formation spécifique à faire. Puis les autres, ça peut être des gens qui ont respect et sport. Et où ça dépend aussi si le club veut avoir des exigences de les former un peu plus. On se comprend? Moi, je regarde du côté compétition. J'ai parlé des U4 à U6, des U7 à U8, mais nous, on ne s'occupe pas de ça en compétition. On se comprend? Donc, mais malgré tout, on va quand même donner des orientations sur les gens qui devraient être responsables, devraient avoir ces formations-là minimum. Donc, peut-être, puis on vérifiera avec le secteur technique, mais peut-être que du côté de ton responsable de plateau, je ne parle pas de tout le plateau de son CDC, mais le responsable principal qui s'adjoint des jeunes en développement, ben, les jeunes en développement, il faut qu'ils aient suivi Respect et Sport. Ça va? Alors, disons qu'alors, on continue avec notre formule. C'est seulement le responsable ou les responsables plateau qui doivent avoir une formation. Mais les jeunes qu'on veut encourager, eux, ils pourront continuer d'être avec les petits pour faire les ateliers et tout sans problème. Absolument, parce que regardez, la fédération, ce qu'ils ont mis, en tout cas, on ne partira pas un débat là-dessus, mais la fédération, ce qu'ils ont mis, tout ce qui est du régional, ce qui était du A avant, tout ce qui était du régional, pour l'entraîneur, lors des compétitions, etc., il demande respect et sport. Attendez une minute, le respect et sport. Tu sais, nous autres, on regarde ça, on dit, attends une minute, c'est un recul, ça, là. Alors, ils donnent... Nous autres, on dit, on a toujours tenu avec des formations. On va donner un lousse cette année, puis l'année prochaine, préparez-vous, on va remettre les mêmes formations, les mêmes exigences qu'on avait initialement. Parce que, écoutez, c'est pas dur à penser. Respect sport, c'est bien, mais si on le regarde rapidement, il y a bien des sports. Moi, je vous demanderais de vous inscrire à une initiation à tir à l'arc, puis l'individu a juste respect sport, puis il n'y a pas de formation nulle part, à part ça sur la technique de tir, puis le reste. On va peut-être avoir des questions à se poser. Ça va? Oui, non, mais c'est pour ça que je te parlais spécifiquement pour les U4, U8. Tu vois, oui, mais ça, U9 et plus, on a toujours demandé à nos entraîneurs, même correct. Dans le local, vous devez avoir minimum telle formation. Mais je te parlais U4, U8, c'est correct. Pour les jeunes qui commencent à être là. C'était surtout ça. Oui, oui. C'est juste responsable plateau, il faut qu'il y ait vraiment une formation. Il y a formation jeune, puis il y a 2 formations là, qui se font sur plusieurs fins de semaine. C'est ça qu'il faut qu'ils aient dans les centres de développement de club par rapport au groupe d'âge qu'ils vont encadrer avec les gens avec qui ils vont travailler. C'est tout. OK, merci. Frédéric, tu as une question, tu as une main? Oui, théorie 1, théorie 2, je ne l'ai pas vu sur ton... Théorie A. Théorie A est là. Regarde, on peut revenir. Théorie A est là. Est-ce que tu vois l'écran, là? OK, non, 2021. Ah, 2021, non, il n'est pas là. OK, j'ai pas besoin d'envoyer mes coachs pour l'instant en théorie A en 2021?
Tu n'es pas obligé de les envoyer pour 2021. D'accord? Ah, OK, d'accord. Mais moi, ce que je. Ils veulent faire la licence C et tout ça, là. Ben, je veux dire, s'ils veulent se préparer pour les licenciés, vous voyez comment c'est cette année, le licencié, la Fédération de la difficulté à suivre, là. Il n'est pas capable d'offrir le nombre de cours. Moi, je vais vous dire, si j'étais à votre place puis vous prévoyez avoir des entraîneurs qui montent, ben, arrangez-vous peut-être de leur faire suivre. Surtout qu'actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un contact, comme vous le savez, avec Sport Québec, puis on a des taux préférentiels, puis on va partir là, des cours de formation. Je me suis informé auprès des clubs, savoir s'il y avait des urgences. On va partir les cours de formation théorie B pour ceux qui ont besoin de les suivre, puis vous allez économiser des sous actuellement. D'accord. Ça répond? Oui, puis la licence C, bien sûr, englobe S1, S2, S3, S7. La licence C englobe ça. La licence C est différente à ma connaissance, dans le sens que c'est une portion à part. Les gens qui ont leur licence C, c'est qui ont déjà eu à la base d'autres éléments, puis ils ont déjà le théorie A, théorie B dans les poches pour faire la licence C. À ce moment-là, j'ai pas besoin de dire j'ai mon S7, S2, S3, etc. J'ai ma licence C, donc ça englobe S1, S2, S3, S7. Oui, puis tu vas avoir, oui, je suis une licence C, ça va être ça. Puis tu vas avoir ton théorie A et B qu'il faut que tu passes. OK, merci. Ça va? Le mieux, de toute façon, pour avoir les détails, c'est de voir soit avec Patrick Viola à Concordia ou avec Dominique. Super. André, oui. J'ai des questions. J'ai des questions aussi. Là, quand est-ce les stages? C'est des stages qui vont être là avant. Les stages? Nous, on peut pas, on n'a pas nécessairement cette information-là. Quoi ça? Les stages de S1, S2, S3, s'il va y avoir des stages avant le début de la saison, ces choses-là. Ça, c'est je peux pas vous répondre là-dessus, en effet. Il va certainement en avoir. Généralement, c'est géré aussi avec la fédération, mais avec la région. C'est le secteur technique. Alors, moi, je vous conseille à ce moment-là de demander tous les directeurs techniques de vous informer du côté secteur technique. Moi, ce que je peux vous dire du côté de la théorie, parce que je suis une personne ressource pour Sport Québec et l'ACE, pour donner des cours de formation théorique. C'est pour ça qu'on a ce lien-là. On va faire des cours de formation là qui vont être donnés pour les théories. Alors, on va renvoyer une dernière vérification des inscriptions qu'on a eues, là, des noms, puis on va demander une confirmation de ceux qui suivent en fonction des dates qu'on va vous donner. Mais là, il n'y avait pas d'urgence avec la licence C, parce que les gens qui sont inscrits en licence C, en temps normal, devraient avoir déjà en poche. Il y a quelqu'un qui a son micro d'allumé. Est-ce que vous voulez vérifier, fermer? C'est peut-être Frédéric. Donc, la licence C, il faut déjà avoir en poche la partie A, la partie B. Il y en a qui se sont inscrits, bien entendu, sans l'avoir. Ils sont comme sur une liste d'attente, mais s'ils reviennent sur la liste d'attente, mais la fédération, ils en ont trop. Là. Ils ont trop de monde en même temps. Fait qu'ils ne sont pas capables de fournir. Est-ce que ça va pour les questions sur la formation? André, oui. Est-ce que c'est possible de revoir le tableau 2020 au niveau de la formation? Oui, le 2021. 2021, oui. Oui, je m'en viens avec. Je recule. Et voilà. Tu as besoin, en fin de compte, pour la Ligue de développement régional et pour la Ligue interrégionale des S3, des S7, Respect Sport. Ça va? OK, parfait. Parfait. Je m'en viens avec le reste. On va revenir avec notre présentation de... Et voilà. Donc, j'avais pris ces 2 points-là. Donc, vérification de l'inscription 5 avril. Date de début pour le U13, U14, à moins qu'on ait des changements, ce qu'on prévoit dans la semaine du 3 mai, ce qui est de l'interrégional. U13, U14 interrégional, la semaine du 3 mai. Généralement, on tourne ça autour du jeudi, puis mercredi, jeudi, là, des alentours. Donc, le 5 et le 6 mai à peu près, ça devrait débuter là, à moins de changements. Puis, après ça, toutes les autres catégories d'âge, à part ce qui est du local, tout ce qui est des autres catégories d'âge, quand on parle de régional et d'interrégional, ça va partir dans la semaine du 17 mai, comme d'habitude. Si les instances gouvernementales, municipales, etc., nous retardent, on va faire comme on a fait l'année dernière. On va avoir un calendrier qui va être affiché sur le site de PTS. Et les premières semaines, quand on aura le OK
on débutera. On avait procédé comme ça l'année dernière. Puis l'année dernière, là, on a été la première région à travers la province à partir les activités. Puis on a été capable d'offrir la plus longue saison de toutes les régions à nos membres. Donc, on va procéder un peu comme ça. Puis on va rouler de la même façon par rapport à ce qu'on prévoit pour la saison extérieure. Bon, moi, là-dessus, il n'y a pas juste ça. On va vous parler brièvement de 2-3 points. Les feuilles de match, les listes de joueurs. Il n'y a plus de liste de joueurs. Ça n'existe plus, les listes de joueurs. Il n'y en aura pas. Donc, plus de liste de joueurs. Les clubs vont inscrire des équipes. Mais les équipes, il n'y aura pas de liste de joueurs attachés après. Ils vont les inscrire dans le PTS Registariat, les équipes. Ils vont se dire, ben, on veut avoir une équipe là. Puis, quand ils vont faire le premier match de saison, ils vont rentrer les joueurs selon ce qu'ils vont décider, qu'ils veulent voir dans ce groupe ou cette équipe-là. Ils vont inscrire X nombre de joueurs selon la limite maximale permise, qui va être de 16 joueurs en soccer à 7, soccer à 9 et de 18 joueurs en soccer à 11, comme c'était. D'accord? Donc, on va fonctionner comme ça. Par la suite, les joueurs, ils vont pouvoir être déplacés. Ça veut dire qu'une équipe, à un moment donné, ils ont fait une coupe d'entraînement. Il se trouve que du côté des centres de développement de club, il se trouve qu'ils ont des joueurs qui voudraient essayer dans le R1 à la place du R2 ou dans le IR au lieu du R1, ben, ils vont essayer ces joueurs-là. Donc, quand ils vont refaire la feuille de match va être un peu similaire à ce que vous aviez avant. Vous allez avoir tous les joueurs qui ont participé à cette équipe-là. Là, ils vont vous mettre ces joueurs-là. Vous allez sélectionner les joueurs que vous gardez. Puis si vous en ajoutez un pour un match qui vient d'un autre groupe, ben, il sera à l'intérieur de cette feuille de match-là. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis par rapport aux listes de joueurs? Michel, as-tu quoi rajouter là-dessus? Non, c'est complet. Bon. Juste une petite question, c'est un peu à beau, là, mais l'accession à Ligue Élite pour les équipes U15 ou 14, ça se fait comme l'année passée? Ça va se faire de la même façon. Il va y avoir une promotion qui va se faire à partir du championnat là, qui va se tenir avec le classement du championnat, etc. Il va se faire un peu la même chose. Ils vont prendre des équipes. Là. On va recevoir les précisions, mais ça va suivre ça, en effet. Il y a Dominique Viola, que je vois, puis il y a Frédéric aussi. On va aller avec Dominique. Frédéric était là avant. Ah ben, Frédéric. Oui, alors, si je comprends bien, U9 R1 pourrait être invité à un U10 R3. Ah ben ça, oui. Il pourrait être le U9, U10 vont pouvoir être invités. Il n'y a plus question de joueurs de réserve, on se comprend? Oui, voilà. Mais attention, on veut avoir des équipes qui sont viables. Là, il va falloir que je fasse attention à une chose, tout le monde. Il n'y a pas question de se retrouver comme si c'est arrivé une couple d'années puis qu'il a fallu qu'on mette des normes, là. C'est-à-dire qu'on se retrouvait des fois qu'une équipe qui était, je vous donne fictivement, une équipe 2A. Quand tu regardais la liste de joueurs, il y avait 6 joueurs là-dedans de 2A, puis tous les joueurs avaient été mis 2A. Il y en avait plusieurs qui avaient été mis aussi dans une équipe A pour avoir une équipe A puis une équipe 2A. Ils jouaient aux 2 places, là. C'est pas ça qu'on veut, là. On veut que vous soyez capable d'inscrire des équipes en fonction du nombre de joueurs que vous avez, surtout pour les catégories U12, U9 à U12. Donc, il ne faut pas jouer au yo-yo 20 ans avec ça. Il n'y a pas de classement là-dedans, de toute façon. Fait que, essayez de les placer adéquatement. Puis ça, c'est la technique qui va s'occuper de ça. Ça répond, Frédéric? Oui, merci. Parfait. Dominique? Je peux me permettre une précision, puis tu me corrigeras si je me trompe, André. Mais sur la promotion relégation, les équipes qui jouent en U14 cette année auront pas accès aux promotion relégation. C'est juste ceux qui sont U15 depuis cette année. Eux, ils vont continuer à évoluer,
Mais à chaque année, il y a une transition, puis on rajoute une catégorie d'âge jusqu'à ce que dans 3 ans, on ait les nouvelles compétitions en place. C'est ça? Absolument, t'en plein ça. Quand j'ai répondu à la question de Dominique qui demandait U15, alors j'ai répondu en fonction du U15. Oui, le U15 et plus vont être comme les années passées. Puis en effet, à chaque année, ils vont enlever la catégorie d'âge, la dernière catégorie d'âge pour monter jusqu'à ce que la Ligue élite s'éteigne de sa belle mort quand ils vont tous tomber seniors. Ce qu'on a actuellement comme information, ça va peut-être changer avec le temps, mais ce que j'ai comme information, c'est que en 2024, là, la PLSJQ, là, ça va aller jusqu'à du U21. Puis senior, ben, il ne sera pas là. C'est ce que j'ai comme information. Si je peux juste me permettre, alors, la question à Sadia, c'était un groupe qui joue U14 cet été, est-ce qu'il aura accès à la promotion relégation? Il n'aura pas accès. Non, il n'y a pas accès à ça. Du tout. Du tout. La Ligue élite continue avec les équipes en place. Puis, au cas où qu'il y a une équipe qui débarque ou laisser l'accès, ils vont faire comme les années passées. Mais le U13, U14, à partir de cette année, ça monte. Du côté de la Ligue de développement provincial, on sait qu'il n'y aura pas de classement U13. Nous, on va en avoir du classement U13, ça va être permis. Donc, tout ce qui est la Ligue régionale, de développement régional, interrégional, il va y avoir des classements U13, U14, etc. Je réponds tout de suite à ça au cas où. Les joueurs, y a-t-il d'autres questions par ça? T'en vois pas, Michel? OK. Les joueurs, vous allez avoir les mentions, il n'y a plus de joueurs de réserve. Vous aurez des mentions de joueurs mutés, joueurs à l'essai, joueurs permis comme avant. Ça va toujours exister aussi dans le PTS. Mais le joueur muté, de toute façon, ça ne change rien chez nous parce qu'il a été adopté par tout le monde que ce serait illimité le nombre de joueurs mutés que vous allez avoir le droit d'avoir. Donc, il n'y a plus de limite lors des matchs du nombre de joueurs mutés que vous pouvez mettre lors d'un match. Ça va? Donc, c'est comme ça qu'on va rouler cette année. Comme je disais, le nombre de joueurs par match, à moins qu'on ait vraiment un empêchement majeur, c'est 16, maximum 16. Il n'y a pas de limite, on n'a pas de limite sur la liste de joueurs. Hein. Il y a plus de liste de joueurs. Des rosters, il n'y en a plus. Fait que c'est 16 joueurs par match en U7, en U9, en soccer à 9, excusez. Soccer à 7, soccer à 9 et 18 en soccer à 11. Ça va être ça qu'on va avoir. Ce qui va être important, c'est que vous soyez capable de voir avec les catégories U9 à U12, j'arrive à l'une, j'ai vu ta main, le nombre de joueurs que vous avez, ça va être d'établir justement une répartition à travers ça pour vous permettre de dire, ben écoute, mettons, je sais pas, moi j'ai, je sais pas si j'ai 48 joueurs, ben j'ai la capacité de me faire 3 équipes avec 48 joueurs. On se comprend? Alors, je peux inscrire 3 équipes. Puis j'ai un petit lousse s'il m'en manque. Parce qu'oubliez pas une chose, hein, dans ces catégories d'âge-là, ils vont tous jouer dans la même journée. Ça veut dire que si jamais il manque des joueurs, il y aura toujours la possibilité de prendre un joueur qui est dans une catégorie plus basse, une ancienne équipe de plus basse, mais outre ça, vous ne pourrez pas amener un joueur qui va être de catégorie supérieure. Je parle de catégorie d'âge supérieure là-dedans. L'autre élément, puis là, il n'y a plus de fait de dire non plus que dans les classes, si tu jouais dans le R1, tu ne peux pas jouer en R2. Là, c'est la technique qui va décider où le joueur s'en va cette journée-là. Je vais répondre à Alan avant de perdre des questions. Merci, André. Alors, juste pour bien avoir ça clair, là, tu disais, il n'y a plus de joueurs réserves, mais alors, un U9, mettons, ou un U10, qu'un jour va jouer surclassé. Oui. Il ne va plus apparaître comme réserviste sur le système? Non. OK. Puis quand tu dis surclassé, n'oubliez pas, les normes de surclassement restent. Dans le sens que. Non, c'est clair, un maximum de catégories. C'est ça, c'est ça. OK. Alors maintenant, avec cette nouvelle version du système, disons, si j'ai un joueur U21 de ce qui devrait être mon équipe AAA, qui va être maintenant la Ligue de provinciale. OK? Oui. Il aura le droit de jouer dans n'importe quelle équipe senior? Oui. OK. Et vice-versa aussi? Ben bon, en fait, vice-versa, ça se peut parce que du classement du bas vers le haut, c'était possible, mais c'était juste du haut vers le bas qu'on ne pouvait pas. Okay. Oui.
Mais il faut faire attention. On mettra peut-être avec le temps, si on voit qu'il y a des abus là-dedans, tu comprends? Si on voit que... puis on va probablement se faire, j'en parlais avec Michel, tout ça reste à parler avec le comité de compétition, mais pour les éliminatoires de fin de saison, on va probablement se mettre des règles strictes là-dessus pour empêcher que là, on se retrouve avec un joueur qui a joué dans la Ligue de développement provincial, se retrouve là, ou dans LSCQ, peu importe la catégorie d'âge, se retrouve à aller jouer là, avec une équipe A, une équipe dans le régional ou dans l'interrégional, juste pour gagner finale de fin de saison ou juste pour gagner les derniers matchs de saison régulière pour passer tout le monde. L'idée là-dedans, là, c'est vraiment de mettre les joueurs dans un calibre qui leur convient. Là, la mentalité, les entraîneurs, il faut que ça suive ça. Il faut que ça suive le fait. Écoutez, là, je pourrais vous parler de développement à long terme, puis la performance, on va commencer à regarder ça vers l'âge de 15-16 ans, pas avant. Fait que les gens vont agir comme entraîneurs à partir de ces groupes d'âge-là, parce qu'un entraîneur va chercher à développer pour de la performance à partir de 16 ans à peu près, où il y a une maturité physiologique de l'individu. Mais avant ça, c'est plus des développeurs, des éducateurs que vous êtes, qui les entraîneurs. Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas mélanger les choses, parce que ça va revenir au galop, les normes qui vont restreindre ceux qui abusent de ça. OK. Puis, comme d'habitude, si je comprends bien, ce qui est les catégories 13-14 continue, AA, on dit, continue d'être comme les équipes élites, disons, comme ça avait toujours été nommé. Ben, c'est des équipes de classe, ce qui était du 2A, ça va devenir l'interrégional, ce qui était comme avant. Donc, on va jouer contre qui? Contre Bourassa dans l'interrégional. Puis, on aura peut-être, dans certains cas, comme c'est arrivé, que certaines de nos équipes dans le féminin vont jouer avec Lac-Saint-Louis ou d'autres équipes qu'on reçoit d'ailleurs pour dépanner parce qu'ils n'ont pas cette année-là suffisamment d'équipes pour tenir une catégorie ou un groupe interrégional. OK, mais en revenant à cette affaire de il n'y a plus de réservistes ni de classe officielle, est-ce qu'un joueur U14 interrégional pourra alors jouer des matchs avec l'équipe U14 régionale oui. De Ligue de développement? Absolument, ça peut. C'est okay. Ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu dans le show. La seule chose qui ne pourra pas se faire, c'est quand une équipe, exemple, si vous allez dans le régional et qu'on a plus qu'une division, et qu'on a plus qu'un groupe ou une division là-dedans, mettons que vous avez deux équipes en R2 ou deux équipes en R1, deux équipes en R2, deux équipes en R3. Les joueurs ne pourront pas, ceux qui jouent dans le R1, pourront pas, les deux équipes, jouer pour les deux équipes. On se comprend? Le joueur qui joue avec une des deux équipes en R1 ne pourra pas aller jouer pour l'autre équipe en R1 pendant la saison. Ça, il ne pourra pas faire ça. En plus, c'est supposé qu'ils joueraient en même temps, non? Et ils vont jouer en même temps. C'est difficile que le jeune se déplace d'un terrain à un autre. Oui, mais on a déjà vu ça. Ils jouent l'une contre l'autre. Oui, mais dans le passé, Alan, ce qu'on a vu, puis il y en a qui pourraient vous en parler longtemps, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des équipes qui avaient le droit d'inscrire leur équipe je vous donne un exemple, en A. OK? Leurs joueurs. Ils mettaient dans l'équipe A, puis après ça, il y avait deux équipes en 2A. Il allait faire jouer les joueurs en réserve dans une équipe puis dans l'autre. Là, non. Là, ton joueur, il va pouvoir se trimballer du R1 au R2, au R3, à l'interrégional. Mais il ne pourra pas, s'il y a deux équipes du même club dans la même compétition, il ne pourra pas switcher d'une équipe à l'autre. Okay. C'est ce qu'on a à date. Peut-être que ça changera avec le temps, mais c'est ce qu'on a à date. OK, merci. Bon. Est-ce qu'il y a des questions par ça? Ça va pour l'instant, ça a l'air. Oui, Rino. Non, il a juste applaudi. Ah oui, je sais, c'est normal. Oui. Désolé, mais pour être clair, ça veut dire qu'un joueur interrégional, Ligue de développement interrégional peut jouer dans la Ligue de développement régional. Il peut déjà jouer. Oui, il va pouvoir bouger. Oui. Okay. C'est ce qui est prévu dans la réforme. Le joueur. Seulement pour être clair là, de ce que vous avez dit là. C'est ça, c'est exactement ça. Merci. Oui, comme on dit, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Malek. Oui, je mets les mains à applaudir, mais j'ai pas de main levée là. J'ai juste. C'est correct. C'est correct.
Je vais juste, cette procédure, par exemple, je prends les U16, R1, R2 ou R3, mais si on pense à la Coupe 1, quand on joue vers la fin, les séries et tout, oui. J'ai mon équipe qui est en R3, par exemple, qui est disqualifiée. Et mes meilleurs joueurs, est-ce qu'ils peuvent venir, les meilleurs joueurs, enfin, les joueurs de R1, par exemple, venir jouer? C'est sûr que si cette équipe-là, R1, ils vont venir, ils vont massacrer le R3. Ben, c'est ça qu'on va mettre des limites pour empêcher ça. Parce qu'on veut pas que, parce qu'une équipe, tu sais, c'est comme si tu avais une équipe qui est dans la Ligue de développement provincial, se faisait sortir des éliminatoires, puis arrivait, puis là, ils te mettaient en régional. C'est sûr que tu vas massacrer tout le monde. Ça n'a aucun rapport, tu sais. Ce qu'on veut, c'est un développement des joueurs qui est logique, puis les gens sont dans un niveau qui leur convienne. On veut pas, puis là, on va mettre des normes, nous, c'est ce qu'on disait à la compétition, pour empêcher ça pour les éliminatoires de fin de saison. Puis même, à un certain moment donné, on va regarder à une certaine période de temps avant les éliminatoires en fin de saison. On n'a pas tout vu là-dessus, là, parce que ça bouge beaucoup, là. On va faire attention, justement, pour pas qu'une équipe qui arrive deuxième, troisième vienne se booster avec des joueurs tout le temps qui viennent d'en haut pour passer tout le monde. Ça, il faudra voir comment est-ce qu'on gère ça avec ce qui est aussi parce que là, il y a les équipes qui font de l'accessibilité au 3A aussi, dans les équipes U15 pour le U16, U16 pour le U17. Donc, il faut faire attention à ça. Fait que ça, on n'a pas tous les détails, mais on va regarder ça de très près pour essayer d'éviter du cafouillage de fin de saison. Il y avait Dominique Viola. Ensuite, ça va être du côté de Allen puis de Khalid. Ouais, si je peux me permettre cette règle-là là, de mouvement des joueurs entre les différentes, c'est plus des classes, là, les niveaux, là, peu importe comment on les appelle, c'est vraiment pour maximiser le développement des joueurs. Puis c'est autant au niveau d'un joueur, tu sais, avant on classait les joueurs D1, D2, D3, puis là on pouvait se rendre compte, disons dans une équipe D1, puis on l'a souvent vu, en tout cas moi je l'ai souvent vu, que le nouvel arrivé dans l'équipe cette année, finalement le coach, c'est pour plein de raisons, c'est pas la faute du coach, mais il a choisi ce joueur-là, puis finalement, il se développe pas bien, ça avance pas, puis il se démoralise par confiance. Mais là, ça nous permet de le redescendre, puis de peut-être reprendre un autre joueur qui, lui, finalement, cette année, il est en train d'exploser, mais on va le ramener dans notre équipe. Donc, ça permet qu'au fil de la saison, on puisse déplacer ces joueurs-là pour pas qu'on démoralise complètement un des joueurs qui se développe moins bien à une catégorie, à une classe, je veux dire, et l'inverse. Donc, c'est ça l'idée. Fait qu'il faudra qu'il y ait une question de bonne foi aussi de dire, le but, c'est pas d'aller écraser toutes les autres équipes, gagner des championnats, c'est d'essayer de shifter la mentalité vers, on veut développer des joueurs puis s'assurer que au niveau de la confiance technique et toutes ces choses-là, ça reste. En effet, c'est de permettre aux gens, c'est une bonne intervention, Dominique, c'est exactement ça. On veut trouver dans quoi le joueur va mieux se développer potentiellement, puis laisser une certaine mobilité là-dedans. Et n'oubliez pas que on n'est pas axé plusieurs catégories d'âge. On n'est pas axé sur le résultat. On est axé sur le développement. Non pas le résultat d'un match, mais le processus qu'on va tenir dans ce match-là. On pourrait s'en parler longtemps là-dessus, puis il y en a qui pourraient être avec des visions très différentes, mais c'est le processus qu'on veut regarder. On vit, on meurt avec ce qu'on a essayé, puis on roule comme ça. Alan. Oui, merci à nouveau, André. Je voudrais, avant de poser ma question, j'aimerais ajouter un autre point à ce que vous venez de dire, Dominique. Pour ça, je crois qu'il faudra que nous, en tant que club, on fasse aussi un petit travail à l'interne de switcher notre mentalité parce qu'il existe encore des clubs, et je dis pas seulement ici au Québec, mais partout dans le monde, là, au Canada et tout, qui ne pensent qu'à une seule chose qui est gagner parce que pour eux autres, dans la tête, c'est si je gagne, je développe. Ce qui n'est pas toujours vrai. Tu peux avoir une équipe avec les meilleurs joueurs et cela ne va pas te garantir que les joueurs vont développer. En effet. Nous, on a fait des expériences avec nos équipes. Notre première équipe AAA, d'ailleurs, a été un projet qu'on a fait. C'était une équipe qui avait commencé en local. Et le gros noyau est resté le même du local jusqu'en AAA. Mais parce qu'on a fait grandir et monter l'équipe en ayant cette mentalité de
qu'il faut développer. Il ne s'agit pas de gagner, il faut développer. Alors, c'était juste comme pour dire, nous, du côté club, il faudra travailler sur ça aussi. La question que je voulais te poser, là, quand tu avais dit à propos de limites, ça m'est venu à propos des mutations. On avait déjà la règle de il n'y a plus de mutations. Non, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. C'est ça, de limite de mutation. On pouvait remplir une équipe de joueurs mutés. Par contre, on avait la règle que seulement un X limite de joueurs mutés pouvait être en même temps. Alors, la nouvelle règle, c'est que si j'ai une équipe de 16 joueurs mutés, les 16 pourront jouer en même temps? Oui. OK. Ça va être inscrit, puis ça a été demandé. N'oubliez pas, nous, les normes de mutation qu'on avait à Concordia, c'est des normes qui avaient été faites avec les clubs. Puis quand on a questionné les clubs nous ont dit, je pense l'automne dernier, on a questionné les clubs là-dessus, la commission des présidents, tout ça. Ça a été en majorité, sinon en totalité, regarde, on ouvre la mutation. OK. Correct. Parfait. On verra, peut-être les clubs vont nous revenir et nous dire, il faut limiter. On pourrait limiter. C'est autoriser tout ce qui est du régional, interrégional, local. On a cette possibilité-là avec la fédération. Mais actuellement, les clubs nous ont dit, on veut aller là-dedans. Bon, ben, OK, on va l'essayer. Khalid. Puis on va revenir à Dominique après. Oui, merci, André. Juste avant de poser ma question, je veux juste revenir sur cette nouvelle démarche de déclassifier les joueurs et ne pas les catégoriser. Je pense que ça va être un bon boost psychologique pour nos jeunes joueurs parce qu'il y a toujours toi, t'es joueur A, moi, je suis joueur double A et tout. Ça va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, ce qui est déjà bien. Pour ma question, je reviens à nos équipes U13, U14 qui vont être dans les compétitions interrégionales. Oui. Est-ce que cette année, ça va être une année où ils peuvent accéder en AAA ou non? Non. Ils ne peuvent pas monter en AAA. C'est fini. Depuis la Ligue de développement provincial commence en U13, U14. C'est les clubs qui ont la reconnaissance provinciale qui vont là. Alors, à ce moment-là, donc, c'est le U15 qui va être... Le U15, lui, va pouvoir accéder l'année prochaine, l'année suivante, va pouvoir accéder en U16. S'il termine premier, puis quand il va avoir des matchs avec les équipes qui sont en dernier ou pas, s'il se fait une place, il va pouvoir accéder. Parce que moi, je pose la question parce que dans ma tête, la dernière info qu'on avait avant la fin de l'été, c'est que c'était la dernière année pour les U14 pour accéder en U15. C'est pourquoi je pose ma question. Oui, c'était la dernière année, en effet. Pas cet été, l'été de 2020, vous dites? Ben oui, c'était la dernière été que les gens pouvaient monter. Puis ça a été du tricot. Puis mais c'est fini. Le reste, à partir de... Là, c'est U15 qui, cet été, vont pouvoir peut-être accéder à du U16. Puis l'année prochaine, c'est le U16 qui va pouvoir accéder à du U17, etc. Puis quand ils vont avoir terminé, qu'ils vont tomber dans le senior, la Ligue de soccer élite du Québec va tomber. OK, merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Dominique. Je vais juste rajouter une petite information sur les mutations. En fait, c'est une consultation qui a été faite au niveau de la commission des présidents sous recommandation au comité de atelier reconnaissance des clubs, comité de compétition et etc. Là, ça s'est rendu jusqu'au CA ultimement, mais c'est vraiment la recommandation de tous vos présidents. Puis si je me souviens bien, c'était unanime. Donc, d'instaurer la mutation, parce que le U13 et plus, c'était Soccer Québec qui avait mis la règle, que la mutation était enlevée, mais pour tout ce qui était en bas de U12, c'était laissé à chacun des ARS. Et de notre côté, on a décidé d'instaurer la mutation, retirer la mutation finalement. Non, le nombre. Attention, parce que ce qu'il va y avoir sur PTS, qu'il faut noter comme nuance, c'est qu'un joueur muté, il va avoir le M au côté de son nom. Mais il n'y a plus de limite à ce moment-là. En effet, en U13 et plus, il n'y a pas de limite. Puis, nous, en U12, en descendant, on a enlevé les limites aussi là-dedans. Et cette décision-là aussi, je voudrais la mettre en parallèle avec l'esprit de la reconnaissance des clubs, qui est justement d'avoir des clubs de différents niveaux qui peuvent offrir différents niveaux de compétition. Puis, dans le fond, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux joueurs de bouger plus facilement d'un club à l'autre. Si un joueur dans un club régional, mais qui devrait aller jouer dans la Ligue provinciale ou la première Ligue de soccer juvénile du Québec, ça lui permet de bouger beaucoup plus facilement d'un club à l'autre.
pour aller se développer au maximum possible de ses compétences. Donc, c'était ça l'idée derrière tout ça. Là. En effet. Puis ce que je rajouterais dans l'ensemble, c'est que les clubs, je pense que ce qui a été le côté le plus sage, ça a été que la plupart des clubs ont fait une demande pour du régional au départ. Il n'y a pas de faute à faire du provincial, à demander du provincial, du régional, du national, mais je pense que, écoutez, regardez, ça ne change pas grand-chose, à part les appellations, tout ça. On ne change pas 36 000 choses actuellement par rapport à 2020, 2021. Donc, puis en 2022, il y aura peut-être quelques ajustements, mais d'après moi, on va s'en aller dans des directions similaires à ça pendant un certain temps. On va aller avec Frédéric, puis après ça avec Hans. Oui, concernant on est beaucoup régional à Concordia. Oui. Et là, je me suis dit, et interrégional. Reconnaissance de club régional. Oui. Oui, club régional. Donc, oui. Si jamais il y a des joueurs, je sais toujours qu'ils sont toujours attirés par le provincial. Là, ils s'en vont tous à Rivière-des-Prairies. Excusez-moi, là, c'est l'exemple. Oui, c'est correct. Donc, mais ils ont une équipe interrégionale. Oui. Ils ont le droit d'inscrire seulement une équipe interrégionale. Mais il y a plein de joueurs qui arrivent. Et là, ça leur fait une deuxième équipe interrégionale. On fait quoi? On verra. Pour l'instant, pour cet été, actuellement, ce qui est prévu, c'est de garder un peu la même balise qu'on avait. Les clubs vont devoir inscrire pour inscrire une équipe en interrégional, devront aussi avoir une équipe en régional en arrière. OK? Ça part pas actuellement. Puis nous autres, écoutez, moi, je dis pas que j'ai la vérité actuelle, là, loin de là. On verra comment ça va bouger. Mais en 25 ans, même quand on avait des clubs de 2000 membres, un peu plus de 2000 membres, il n'y a jamais un club qui avait ce qu'il fallait comme joueur pour avoir 2 équipes de calibre du niveau interrégional, du niveau 2A. Donc, je pense que ça viendrait potentiellement, justement, peut-être avec ce que tu dis, Frédéric, si tu avais une affluence de joueurs énorme qui viendraient dans le club. Mais le club va être toujours restreint aussi à la capacité d'accueil qu'il va avoir par rapport à ses terrains, par rapport à un ensemble de choses comme ça. Donc, c'est pas parce que là, on a un club provincial qui, lui, va récolter tout le monde d'un coup, il sera pas capable d'accueillir tout le monde d'une fripe. On se comprend? Oui, bien sûr. C'est juste parce que je réfléchissais tout haut. C'est correct. Hans, après ça, on va aller avec Julie, puis on va aller revenir avec Dominique. Hans. Ouais, non, ça allait un peu dans la suite de... Ton micro est fermé, Hans. Bon, vas-y. Ça allait dans le déplacement des joueurs, justement, que la région, il faut qu'elle tienne le bout de dire que dans la pyramide de compétition, c'est une équipe au niveau du provincial. Comme tu dis, il pourrait l'accepter ou il pourrait faire des demandes pour avoir une deuxième équipe, et ainsi de suite, ce qui tuerait un peu le marché des autres clubs, évidemment. Mais mon autre question plus précise, là, au 9 à 12 ans, là, oui. On va juste en compétition régionale seulement, là. Ben, régional et interrégional. Oui, mais ça va 12 ans, ça arrête à A. Oui, régional, mais regardez bien. Rappelle-toi, dans le temps, on avait du double A en U12, U11, U12. Ça a été aboli par la fédération. On a changé ça parce que la réalité fait en sorte que nos équipes qui étaient en 2A étaient plus fortes que les équipes qui étaient en A. Donc, on a changé ça pour division 1, 2, 3. On reste avec la même chose. Ça va être du régional. R1, R2, R3. Tu me suis? Oui, mais c'est ça. À ce niveau-là, on se trouve à avoir juste 2 niveaux de compétition. Puis à partir de 13 ans, on a les... Nous autres, on est provincial, fait qu'on a les 4 niveaux là, de la pyramide. Ouais. Ouais, ben, le monde le voit un peu comme ça, là, parce qu'il n'y aura pas de 12 ans en ligue de... Interrégional, non. En interrégional. Il n'y en aura pas, là. Oui, mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de classement non plus, on se comprend. Dans les catégories U12 et moins, il n'y a pas de classement. En U13, on va en conserver des classements parce que, encore là, à un moment donné, les autres ont dit on n'en mettra pas en U13, etc. Mais nous, avec les mêmes principes qu'on avait au départ, qui ont fait des constats d'ailleurs, eux autres, même à la fédération,
Le joueur est là pour son plaisir au départ, puis le gros de la clientèle ne font pas de la compétition de performance ou de développement de performance. Ils sont là pour faire de la compétition de loisirs. Donc, leur plaisir, ils l'ont aussi avec un résultat, un classement, puis ça débute à U13. Donc, ça, à U13, autant dans le régional que dans l'interrégional, il y en a. Mais en réalité, le U12 qui était avant du 2A, ben, le U12 R1, c'est comme si tu avais eu de la division 1 ou du 2A. Mais il n'y a pas de classement. Donc, c'est les équipes les plus fortes qu'on veut là. C'est les joueurs qui ont un calibre qui est plus élevé, tout simplement, que le R2 et le R3. Ça va? Oui, non, oui, c'est correct. Parfait. Julie? Ben, en fait, pour faire suite au sujet de discussion à propos de 2 équipes LDIR puis tout ça, parce que oui, on a accès à la Ligue de développement provincial, la CSRDP. Le problème, ben en fait, c'est pas un problème, c'est que ce qu'on vit, c'est qu'on a un arrivage quand même assez massif de gens de Lanaudière qui, eux, on le sait que l'Union de Lanaudière Centre, de Sud, n'a pas obtenu de licence plus haute que régionale. Donc là, il y a beaucoup de bons joueurs de ces clubs-là, de Terrebonne, Mascouche et Repentigny, qui sautent le pont, comme on dit, puis ils veulent venir. Moi, ma préoccupation, c'est pas de dire on va mettre juste une équipe ou 2 équipes. Ma préoccupation, c'est davantage de dire bien, si on a de très bons joueurs qui viennent et que je suis obligé de les faire jouer en régional, c'est pas mieux non plus parce que là, on va arriver en régional, puis notre équipe régionale, même R1, va peut-être être pas dans le bon calibre de jeu. Et moi, c'est là ma préoccupation, plus que de dire on accepte plein de joueurs ou on a un arrivage de joueurs, mais c'est d'être capable de mettre les joueurs au bon endroit. Ouais. Tout à fait juste, Julie. Puis ça, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est prévu actuellement, c'est ça, mais on va voir. Là, on a un club qui est reconnu provincial. On aura peut-être à un moment donné à dire, ben OK, on prend plus qu'une équipe de ce club-là pour l'interrégional. On se comprend? Ça pourrait arriver. Mais actuellement, on en a juste un, mais on pourrait en avoir 2 à un moment donné, etc. Je ne sais pas, mais 2 ou 3. J'espère qu'on va finir par avoir plus qu'un club, ça c'est certain. Pour la région, ça serait l'idéal d'avoir plus qu'un club provincial. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on va tous pour le développement du joueur. Oui, donc, absolument. C'est l'objectif, c'est de réfléchir à comment ce joueur-là, de haut niveau, comme le moyen niveau, comme le niveau local réel, parce qu'on en a des joueurs locaux. Là. On va les inscrire dans la bonne classe, mais c'est d'arriver à penser pour le joueur puis de dire, ben moi, je veux y offrir un bon niveau de compétition à la justesse de son développement pour qu'il y ait des défis. C'est pas juste de dire, j'inscris un joueur pour inscrire un joueur puis on gagne des matchs. Non, non. À 13-14 ans, ce n'est pas l'objectif de gagner des matchs. L'objectif, il est plus à 15-16 ans. Là, on va penser gagner des matchs. Mais avant ça, comme je disais tout à l'heure, à partir de 16 ans à peu près, tu vas commencer à parler, à faire de l'entraînement pour de la performance. Et c'est là que les gens, en réalité, deviennent des entraîneurs. Quand on regarde ça dans un développement long terme, ils commencent à jouer un rôle plus d'entraîneur là qu'auparavant, qui sont plus des éducateurs ou des développeurs. Non, ça rejoint. Mais tu sais, on n'a pas de réponse. Tu sais, on est comme dans une zone grise encore parce que on n'a pas, tu sais, on n'a pas encore toutes les données. Puis ça sera à voir. Tu sais, ça sera à voir. Je ne dis pas que cette année, RDP, advenant le cas qui serait capable de justifier 2 équipes dans l'interrégional, je ne te dis pas qu'il ne pourrait pas en avoir, loin de là. Mais pour l'instant, comme je disais, de forme générale, ça va être, on pense pour la première année prendre le modèle, mais ça se pourrait qu'on ait besoin d'ajuster. C'est pas fermé, c'est ça que je veux dire. Ça va, Julie? Oui, ça me va, je te remercie. Parfait. Dominique? Chose qui est certaine, c'est qu'on est présentement dans une transition à plusieurs niveaux. Oui. C'est une chose que je voudrais rappeler, là, il y a quand même 47 clubs qui avaient appliqué provincial, national dans la première mouture en août 2019, qui ont eu leur réponse le 15 décembre. On a 7 nationales dans tout le Québec. C'est même pas un par région. On a 13 provinciales dans tout le Québec. C'est même pas un par région.
Et le reste, les 27 autres ont été placés, ont obtenu la reconnaissance régionale. Puis il reste tous les autres clubs qui ont appliqué régional et soccer qualité. Mais on s'entend que, je sais pas combien de clubs il y a au Québec, mais c'est comme 90% des clubs, possiblement, ou quelque chose alentour de ça. Il y a des clubs au Québec qui seront de niveau régional. C'est évident qu'on s'attend à ce qu'il y en ait plus de provincial. Possiblement au moins un deuxième à Concordia, si c'est pas plus. On encourage le développement, mais dans cette lignée-là, vous n'avez pas vu cette présentation-là, probablement. C'est sûr que non, parce qu'on l'a fait à la commission des présidents jeudi dernier, mais on a présenté à tous vos présidents le portrait typique des clubs qui ont été reconnus national et provincial. Je ne rentrerai pas là-dedans, là, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais la présentation a été envoyée à vos présidents. Donc, si vous êtes curieux de savoir à quoi ça ressemble, à quoi vous pouvez vous attendre, c'est quoi quel genre de travail vous avez à faire pour vous y rendre, vous pouvez demander à vos présidents de vous le présenter. Et s'il faut, on fera peut-être une présentation de la région pour les techniciens. On pourra voir ça. Je ne veux pas mettre personne dans l'eau chaude. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est sur la mutation. Bien, là-dessus aussi, on est en transition. C'est sûr que les parents, il y en a beaucoup qui pensent que leurs jeunes, c'est des messies. Il y en a qui le sont peut-être, il y en a qui le sont peut-être pas, qui voient provincial, national, OK, il faut que je bouge mon enfant, sinon sa carrière de soccer est finie. Il y en a de ça, puis c'est correct. Ils ont le droit. Chacun a le droit à sa vision. Mais ça, on s'attend, ça se stabilise et il y en a qui vont se rendre compte que, OK, je jouais dans le meilleur niveau dans mon club qui est peut-être régional, mais là, je m'en vais d'un club provincial ou national, puis finalement, je joue pas plus haut que je jouais avant ou je joue même peut-être plus bas parce qu'il y a encore des meilleurs joueurs dans ces clubs-là. Il y a une stabilisation qui va se faire, puis il y a aussi une vision importante de Soccer Québec qui est à retenir. Puis peut-être ça vous a été communiqué, peut-être que non. Là, désolé si c'est redondant ce que je mentionne là. Mais Soccer Québec est très clair sur la façon que les joueurs bougent. Ils veulent pas voir de maraudage. Ils veulent absolument pas en voir. Ils veulent que ça se fasse de façon très propre. C'est-à-dire, par exemple, si un joueur veut changer de club, ils l'empêcheront pas. Si moi, je prends mon jeune puis je l'amène à un autre club, ça, c'est correct. Mais ils veulent pas voir des coachs, des directeurs techniques, des clubs, peu importe qui, aller chercher de façon indue des joueurs ailleurs juste pour booster leur club. Puis ça pourrait aller jusqu'à une perte de reconnaissance. Donc, tu sais, je veux dire, ça peut être inquiétant. Je l'ai entendu ici, ouais, des mouvements, beaucoup de mes joueurs qui partent, mais en même temps, ça fait aussi partie de la réalité de la reconnaissance. Un club régional, ben, tous les clubs doivent faire du développement. Mais un club régional, quand ses meilleurs joueurs sont rendus au maximum de ce qu'il peut offrir, ben, ce qui est voulu, puis ça, c'est un changement de mentalité qui va prendre du temps à être mis en place. On veut les garder, nos bons joueurs, mais on devrait naturellement dire, ben, regarde, c'est ça tes options. Tu peux aller jouer à tel ou tel club. Puis le club provincial, c'est la même chose. Là. Pour RDP, c'est pas la finalité. Là. Il y a encore un niveau au-dessus. Éventuellement, naturellement, il y a des joueurs qui vont quitter pour des clubs nationaux parce que c'est ça le talent qu'ils ont, c'est ça le développement qu'ils ont besoin. Donc, je voulais juste rajouter tous ces points-là en tant que représentant responsable de la reconnaissance au niveau de Concordia. Là, il y a beaucoup d'orientation de mentalité que je n'étais pas certain que ça s'était rendu jusqu'à vos oreilles. C'est bien ça, Dominique. Puis en effet, ce que tu parlais de la présentation, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qui a été fait au président, c'est qu'il y a des montants d'argent qui sont retenus là-dedans, des exigences, etc. Moi, je pense que c'est tout à fait juste, c'est tout à fait raisonnable de ne pas courir pour rien après sa queue, puis de ne pas courir pour rien à vouloir national ou provincial ou ici ça. J'empêche pas personne d'avoir des aspirations là, en disant ça. Mais écoutez, quand on parle que tu as des masses salariales à engager là-dedans pour tout le secteur technique, et moi, je suis pas offusqué de ça. Il y en a que des fois, j'entendais « Ah, ça n'a pas de bon sens. » Non, ça a du sens. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait en Islande pour être capable d'être en Coupe du Monde? C'est à peu près 380 000 habitants d'Islande. Ils sont tous autour de Reykjavik, puis ils ont mis des entraîneurs professionnels à temps plein de la base, l'initiation jusqu'au professionnel. Ben, ça coûte des sous, ça. Bon, ben, un club national, c'est ça. Un club national, ça veut dire que ça va coûter des sous. À ce moment-là, ce qui va payer pour ça? C'est l'inscription, le reste. L'accessibilité est moins là.
Donc, il faut faire attention de ne pas s'affoler. Puis moi, j'ai absolument rien contre ça qu'on ait établi des normes au niveau national, que ce soit là, puis que c'est ça. On veut parler business pour finir par mettre des gens à la Coupe du Monde. Let's go. Il faut mettre en hockey sur glace, ils ont fait la même chose avec tout ce qui est la Finlande. Regardez ce que ça donne, là, le junior là, qui était dans les finales de hockey junior, là, le dernier tournoi. Tu as un autre commentaire, Dominique, ou c'est parce que tu n'as pas enlevé ta main? Tu es entré un petit peu dans les spécifiques. Je veux juste mentionner 3 aspects qui ont été vraiment mis de l'avant pour les provinciales nationales. C'est au niveau provincial, on parle d'un minimum de 1500 joueurs. En bas de ça, on ne peut pas trop y penser. C'est possible, mais c'est une combinaison de plusieurs choses. Mais mettons les 3 éléments qui ont été le plus mis de l'avant. On parle d'un budget de 200 000 au niveau technique. Ça, c'est pas l'équipement, c'est les salaires d'Atsal. Puis un 30 à 35% de féminin dans le club. Qui n'est pas fait non plus, parce que nos clubs ne se rendent pas à ça tout le temps, à 30 à 35% de féminin. Non, mais c'était des bons points. Ton micro est fermé. Je l'ai fermé par erreur, mais c'est ça. Non, c'est des bons points que tu apportes, Dominique, en effet. Donc, c'est beau de courir après ça, mais il faut vraiment s'informer, de voir qu'est-ce que ça implique, etc. Puis, il n'y a rien contre ça. Il y a quelqu'un qui avait posé une question de savoir si on encourageait les fusions. C'est à vous de voir. Moi, je pense que, dépendamment de ce que vous voulez faire, en effet, il y a peut-être des fusions qui sont à penser de clubs. Si vous voulez avoir des aspirations plus larges, parce que comme on disait, un provincial, ça demande 1500 joueurs minimum d'évaluer. Puis un national, ça demande plus de joueurs. Donc, il faut penser à ça. C'est à vous à penser à ça, les clubs. Regardez ça, mais il n'y a pas de mal à faire ce que vous faites actuellement. Ça va changer quoi actuellement, là? À part le fait de ne pas être sur la Ligue de développement provincial tout de suite, là. Il y en a qui allaient au 3A, mais ça va changer quoi? Pas grand-chose. Vos membres vont jouer, ils vont être à un niveau adéquat, etc. Puis ils vont avoir des possibilités d'aller ailleurs. Puis au pire, à un moment donné, si on y va tranquillement, une bouchée à la fois, ben il y a certains des clubs qui vont finir par avoir une reconnaissance provinciale. Puis là, ben ils vont upgrader d'un pas. Mais c'est quelque chose d'amener ça en haut. Moi, je peux vous dire une affaire, c'est que ça va probablement faire en sorte, parce que c'est 80-85% des membres inscrits qui payent plus cher un national pour 1,5 à 3% de joueurs. C'est ça la réalité, là. Quand en réalité, votre clientèle, ce qu'elle veut, c'est jouer au soccer, puis c'est faire du soccer dans un contexte de compétition de loisirs beaucoup plus et de développement beaucoup plus que de performance. D'autres choses? Je m'excuse, je vais rajouter un commentaire parce que ça ajoute des points, puis je trouve ça important. Quand je dis tout ce que je dis, évidemment, je ne veux pas décourager personne à avoir des ambitions puis à vouloir monter au prochain niveau. Au contraire, je vous encourage. Puis l'atelier de reconnaissance des clubs est là pour vous supporter. Toute l'ARS est là pour vous supporter dans la démarche. L'idée, c'est plutôt de mettre un portrait, de vous dire, ben, si vous ne pensez pas avoir, par exemple, 1500 joueurs, 30% de féminin, puis 200-300 000 de budget technique, ben, c'est peut-être pas maintenant le moment, mais vous savez vers quoi vous devez travailler. Puis je dis ça aussi dans l'esprit que dans 1 an et demi, c'est là le prochain, pour les clubs régionaux en tout cas, c'est là la prochaine demande. Donc je sais qu'il y en a plusieurs qui aspiraient à ça, qui voulaient travailler là-dessus. Ben c'est beaucoup d'efforts parce que la marche est très haute entre le régional et le provincial. Elle est plus haute que de passer entre le provincial et le national au niveau des critères à remplir et toutes ces choses-là. Donc, si dès maintenant, vous voyez que je suis peut-être pas rendu là, OK, ben on va travailler à atteindre un certain niveau pour présenter notre demande au pire dans 3 ans et demi au lieu d'1 an et demi, ben, au moins vous n'aurez pas perdu votre temps. C'est plus dans cette optique-là que je vous le lançais. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez besoin de support, etc., gênez-vous pas. On le dit au président, on le dit au niveau administratif, l'atelier est plus connecté là-dessus. Mais ici, on a beaucoup plus de techniciens. Vous avez besoin d'aide, la région est là pour vous aider. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin, puis le partage entre les clubs aussi, je pense, va être important. Parce qu'on est, on est des clubs, 11 clubs un contre l'autre, là, on fait des compétitions et tout ça, mais en même temps, on est une région. Puis si on ne réussit pas à atteindre, à avoir une offre de service au point de vue provincial, national, toutes ces choses-là, ben c'est négatif pour tout le monde.
Donc, ça peut mettre une petite roche dans le soulier pour tout le monde. Donc, la collaboration va être de mise avec ce programme-là. Ça va là-dessus. Juste, il y avait un moment donné, je voyais passer, je prenais le temps en même temps, j'avais une oreille attentive sur ce que disait Dominique. Écoutez, oubliez pas, là, dans des groupes qu'on va voir, les R1, R2, R3, là, quand on a plus qu'un groupe, comme quand on avait plus d'une division, ça n'empêche pas une équipe qui est en R1, R2, R3 d'avoir plus qu'une équipe. On se comprend? Il pourrait en avoir plus qu'une. Puis comme j'ai dit, dans le cas de l'interrégional, on prévoit un, mais si on se retrouve devant un fait qu'à un moment donné, peut-être le club provincial pourrait avoir 2 équipes, ben on verra. C'est pas fermé. C'est dans ce sens-là que je veux que ce soit bien compris. Puis on ne panique pas avec ça. Ça va être en mouvance dans les prochaines années, un petit peu. Mais je pense, à tout le moins, ça devrait rassurer les gens sur la compréhension qu'il y a des reconnaissances de clubs, il y a des niveaux de compétition, puis qu'au travers de ça, dans le fond, on change. Oui, on enlève les classes, mais ils sont tombés avec le constat qu'il fallait avoir quand même une compétition qui était de calibre intéressant. Alors, à ce moment-là, on revient avec on change les appellations pour des groupes. On fait de la compétition, on fait plus de A, de 2A, de 3A. On fait du régional, l'interrégional, du provincial, du national, puis du local régional. Ça revient un peu à ce qu'on faisait un peu avant, mais avec des appellations différentes. Puis avec des possibilités aussi qui sont différentes. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, si vous avez des choses à dire ou il y a quelqu'un qui aurait une question. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter à Concordia par courriel, sans problème. On va prendre le temps de vous répondre, tout ça. Puis les délégués de compétition, vous avez nos coordonnées si jamais il y a des questions, fait que c'est pas un problème. Alors, j'attends s'il n'y a pas... Alan. Oui, merci à nouveau, André. Je vois que tu as enregistré le colloque. Oui. Est-ce qu'on pourra le voir dans votre site web ou où? Parce qu'il y a tellement de points très intéressants que j'aimerais passer le mot aux membres du club, surtout mon conseiller d'exécutive et les autres membres que j'ai au club du technique. Oui. Puissent voir. C'est sûr qu'entre Sadia et moi, on va faire un petit résumé pour mettre un peu tout ça à jour vers aux autres. Mais personnellement, j'aimerais qu'ils voient aussi la présentation du colloque. Il n'y a pas de problème. Ça va être, c'est prévu pour ça. C'est pour ça qu'on a enregistré. Alors, on rentrera en contact avec les clubs pour leur donner comment ils peuvent avoir accès aux enregistrements de tous les ateliers, chacun des ateliers. OK, merci. Parfait. D'autres choses? Parce qu'il n'y a pas d'autre chose, moi, au plaisir, je vais vous souhaiter bon pelletage. Il y avait un peu de neige ce matin, c'est arrêté, je crois. Ah, Julien. Oui, bonjour André. Oui. J'étais à l'autre colloque avant, puis ils ont beaucoup insisté sur le fait de la préparation kiné des jeunes avant le début de saison. Mais je voulais juste m'assurer qu'effectivement, que les jeunes aient au moins 3 ou 4 semaines de préparation, d'entraînement avant que les calendriers commencent, parce que ça serait optimal, parce que l'année dernière, avec les U16, U15, j'ai eu beaucoup de blessures en début de saison. Oui, ben écoute, ça va être avec ce qu'on a comme... on va suivre ça, mais ça va être avec ce qui se passe avec les instances gouvernementales, municipales, etc. Et puis la santé publique, ce qu'ils vont nous dire. Puis à ce moment-là, on décalera pas. On devrait s'ajuster en fonction en tenant compte d'un paquet de barèmes, là, comme tu mentionnes. Okay. Ben, j'imagine que ça ne sera pas facile, mais juste garde ça en tête pour justement protéger. Oui, mais tu sais, si on vient pour partir tardivement, c'est sûr que si on partait fin juin, je te donne un exemple, qui nous disent, bon, ben vous pouvez partir la semaine prochaine, ben, tu sais, on n'attendra pas 3 semaines pour partir le championnat ou les activités de compétition, là. Tu comprends? Parce qu'il faut pas oublier une chose là, à travers ça, puis ce qu'on avait tenu l'année dernière. Ça se peut qu'il y ait eu des blessures. Mais les jeunes, là, ils vont avoir accès au terrain. Ils vont aller jouer entre eux que la journée que ça va être permis d'aller jouer sur les terrains. Ils vont jouer entre eux, puis ils seront pas plus encadrés pour jouer, puis ils arrêteront pas leur intensité pour autant. Mais on va tenir compte de ça quand même, je veux te rassurer, mais comme je te dis, si on nous dit tu peux débuter la semaine prochaine, on est rendu fin juin, on n'attendra pas 3 semaines pour débuter le championnat. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on disait à la santé publique ou à la ville.
hey, vous êtes bien mieux de nous laisser aller sur les terrains, que ce soit de façon encadrée, même si ce n'est pas parfait, que de laisser les jeunes jouer n'importe qui au free-for-all. Là, il n'y en aura plus d'encadrement sur les terrains, puis n'importe qui va se retrouver avec pas de ratio, pas un nombre de je ne sais plus trop combien de personnes. Alors, ça ne tiendra plus. C'est un peu pareil dans ce sens-là, Julien. Il y a Julie qui a levé la main. Bien, je vais dans le même sens que Julien, dans le sens que nos jeunes, oui, effectivement, ont besoin d'un temps. Ça fait 8 mois qu'ils sont arrêtés. Oui. Ils ont besoin d'un temps de revenir sur le terrain, de retoucher le ballon et tout ça. Mais aussi, il y a une autre facette qu'on est confronté, c'est que la majorité des clubs, on n'a pas terminé nos sélections, on n'a pas fait nos évaluations, nos observations, qui va aller jouer où. Le jeune, non seulement il va être anxieux de recommencer, mais il va être anxieux de savoir il va jouer dans quel niveau. Puis là, quand je calcule le nombre de semaines qu'on va avoir pour se préparer, on a intérêt à avoir beaucoup d'infrastructures pour mettre beaucoup de jeunes. Puis là, ça nous force à mettre beaucoup de pratiques en partant. Oui. Ça va provoquer que nos jeunes vont avoir un volume puis une fréquence d'entraînement qui est trop grande pour repartir. Ben, c'est ça que j'ai un doute sur ça. Ça nous donne à peine 2 semaines, là, si je calcule les dates. Là. Ben, ça donne à peine 2 semaines. Ça dépend quand est-ce que les terrains sont accessibles. Parce que les terrains sont accessibles par la santé publique à partir... Mettons, la santé publique, elle dit il n'y a pas de trouble puis qu'ils sont accessibles à partir du début avril. À ce moment, les terrains synthétiques, on parle, hein, pas les terrains naturels, les terrains synthétiques. À ce moment-là, tu as quand même plus que toutes ces semaines-là. On parle du U13, du 14. On a une problématique avec le U13, du 14 début mai. On la parle le 17 mai, pas plus long que ça. Fait que, tu comprends, Julie, ce que je veux en venir, c'est que on peut avoir du lousse pour être capable, dépendamment des annonces du gouvernement, de démarrer dans un temps qui est raisonnable pour laisser un certain temps d'ajuster les flûtes. Mais une chose qui est sûre, c'est que même si tu ne sais pas où ton joueur va aller jouer, si tu sais que tu as à peu près tant de joueurs dans une catégorie X donnée, ben, tu peux savoir que tu as à peu près tant d'équipes que tu peux mettre et tu peux, à ce moment-là, quand tu fais l'inscription des équipes, les mettre dans les bonnes places au départ. Puis après ça, ben, les joueurs, ça sera déplacé. Mais comme ça, je suis d'accord, mais nous, notre arrondissement nous ont bien signifié que c'est à partir du 17 avril qu'on va avoir accès aux infrastructures extérieures. Oui. Donc, 17 avril, c'est même si je suis super optimiste, puis je suis quelqu'un dans la vie, tu me connais, qui est super optimiste, mais... Mettons que c'est là. Mettons que c'est là. Ça te laisse 2 semaines. C'est peut-être pas assez. On verra. Oublie pas, c'est juste les U13, U14 qui sont prévus. Attention, prévu débuter la semaine du 3. Puis quand on parle de semaine du 3, n'oubliez pas, c'est plus vers la fin de la semaine, donc le milieu, fin de semaine, que les matchs ont lieu dans ces catégories d'âge-là. Donc, ça donne pas loin de 3 semaines. Ça vous donne 2 semaines et demie. Est-ce suffisant? C'est pas suffisant? Ben, s'il y a un problème, on pourra s'en reparler puis regarder ça sans problème. On ajustera. On est dans une période où on ajuste. Et ce qui va être important, c'est d'assurer, oui, mais d'assurer que les gens vont pouvoir retourner sur le terrain à un certain moment donné pour frapper le ballon, tout ça. De toute façon, tes jeunes qui vont être inscrits dans tes équipes, ça ne les empêchera pas d'aller jouer avec leurs copains n'importe où, même si toi, tu prévois un 3 semaines ou un 2 semaines ou 3 semaines de choses. Ils n'hésiteront pas d'aller jouer avec les autres. Puis là, il pourra se causer des blessures. On n'a pas le contrôle à 100%. Mais soyez rassurés, on va tenir compte de ça pour essayer de... On va essayer de tenir compte de ça le plus possible pour donner du temps d'adaptation, comme tu dis. Ça va, Julie? Oui, merci beaucoup. On va aller avec Dominique qui a levé la main. Encore moi le fatigant. Puis après ça, il y a Malek. Ouais, non. Je voulais juste dire, je pense comme André t'a dit tantôt, je suis bien compris, si on parle de retour possible sur les terrains, disons mi-avril, si tout va bien, on a plus de jeux sur le début de saison que si le gouvernement nous dit qu'on peut recommencer le 15 juin, par exemple, comme l'an passé, ou alentour de ça. Donc là, c'est plus difficile de dire à nos joueurs, plus on retarde, plus on enlève des matchs, puis plus on fait que on a une saison petite, c'est plus compliqué au niveau administratif. Fait qu'il y a ces 2 enjeux-là, dans le fond, à conjuguer. Puis je lancerai une question. Comme j'ai dit, je suis pas un expert, je suis pas un technicien, donc je me prétends pas expert, mais j'étais à l'atelier ce matin, puis il y avait certaines pistes de solutions qui avaient été lancées. Je sais pas à quel point c'est
c'est pas optimal, on s'entend, là, mais c'est peut-être un bon début de dire on lance des entraînements via Zoom, on propose des petits programmes de remise en forme, d'étirement, de je sais pas quoi, là, si vous les experts, pour que les jeunes puissent commencer à en faire avant la mi-avril peut-être, faire du jogging dehors. Je ne sais pas, c'est pas moi le technicien comme je viens de dire, mais est-ce que cette possibilité-là pourrait être là pour qu'au moins les jeunes ne partent pas de rien à revenir s'entraîner, ils partiraient de au moins Absolument. quelque chose à revenir s'entraîner. Là. Ce serait déjà peut-être un petit peu mieux. Je ne sais pas. Ah ben, il y a des choses, mais on va essayer de tenir compte de l'ensemble de ces choses-là. Il y avait Malek qui avait levé la main. Oui, oui, André, c'est juste, je voulais confirmer avant toi, avant que tu parles, mon U13 AA ou U14 AA, donc ça ne nécessite pas ni licence C, ni DEP. Non. Non, dans le premier tableau, Pour cette année 2021. Non, ce que ça te demandait, c'est un S7 et respect sport. Oui, ça je sais, là, mais comme d'habitude, là, Wascon exige sa licence. Donc, cette année, non. À part l'année prochaine. Ça va partir l'année prochaine. Oui, 2022, j'en ai quand même, il faut avoir son S respect sport de 2P, là. OK, donc cette année, c'est réglé, oui. D'accord. Oui. D'autres choses? Gênez-vous pas, c'est gratuit. Désolé, hein, d'ordinaire, quand on a le vrai colloque, j'ai tout le temps l'habitude de vous inviter pour tout ce qui est les croissants, tout ça. C'est sûr, je vous offre, vous êtes invités, mais là, c'est pas pu, hein, on est au virtuel, alors. Il y a DoorDash. Oui, je sais. Oui, mais ça faisait trop à gérer, ça. À part ça. Je peux pas appeler quelque part et je dis que c'est Concordia qui paye? Non, c'est pas prévu. Hélas. Bon, ça sera c'est pour vous faire saliver sur le présentiel pour l'année prochaine. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ben écoute, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Ah oui, Julien. Oui, une petite dernière question, c'est un sujet qu'on n'a pas parlé. Les gagnants de l'année dernière, là, que leur saison a été écourtée, j'ai reçu plusieurs messages de joueurs qui se sentaient tristes, qui se sentaient comme s'ils n'avaient rien gagné. Parce qu'en fait, nous, les coachs, on a reçu la bannière, mais ils n'ont pas eu de médaille ou de coupe, rien du tout. Mais non, on ne pouvait pas. On ne peut pas réajuster le tir ou... On ne pouvait pas faire de remise, rien. Alors, non, mais je veux dire, envoyer quelque chose au club et après, nous, on les passe aux jeunes, au moins qu'ils aient un souvenir de ça. Michel, on n'avait pas ça. On n'a pas fait ça parce que des médailles, c'est très lourd. Non, mais on n'a pas fait ça. Papéo later. Non, mais je sais pas, parce que même avec le temps, je pense que ça leur donnerait une bonne publicité. Et puis mais Julien, on était dans une condition qui était particulière l'année passée avec la pandémie. On avait des consignes pour de ne pas avoir de remise de médailles dans aucun événement. On n'a pas commandé. Puis on était avec ça. D'autant plus que, je te dis pas que les gens n'étaient pas méritoires de voir, d'autant plus qu'on a un problème qui est récurrent avec les médailles. On se retrouve toujours d'année après année avec une quantité de médailles que les clubs sont pas venus chercher pour X raisons qui nous semblent un peu obscures. On se retrouve avec des centaines de médailles qui servent à rien ou ils servent plus parce que quand je dis des centaines, c'est pas juste 100, là. C'est plusieurs centaines de médailles parce que les clubs viennent pas les chercher en fin de saison. Il y en a qui viennent lors des finales de fin de saison. On n'avait pas de finale de fin de saison. Là, on en remettait. Donc, la décision a été prise. Ça a été annoncé d'ailleurs. Puis ça a été pris aussi, je me rappelle bien, aussi avec une discussion avec les délégués aux compétitions. Mais je ne mettrai pas ma main dans le feu, mais ça a été pris avant la fin de saison, ça. OK, ben, merci quand même. Hélas, en effet, on a maintenu des bannières par contre, mais les médailles, hélas, ça a été ça. Même pas une petite coupe? Ben non, on pouvait pas remettre rien. Mais la coupe a été abandonnée il y a plusieurs années. Alors, c'est la bannière, on voulait l'envoyer. Si tu veux remettre des médailles 5-6 mois après le championnat, n'a pas l'utilité. Mais ils n'ont pas été commandés, donc on n'a pas de médaille pour l'été passé. Non, l'année dernière, c'était vraiment exceptionnel à cause de la situation de la COVID.
Ouais, mais c'était aussi une façon de les calmer parce que ils n'ont pas pu faire leur match de barrage et tout ça, donc ils étaient un peu tristes, tout ça. Il y en a quelques-uns qui sont déprimés actuellement, donc j'essaie de les remonter moralement. Tu connais l'histoire. Je comprends ça. Je comprends ça tout à fait. Mais qu'est-ce que tu veux, j'ai pas de réponse autre à te donner que celle-là. Alan? Oui, là, en parlant de médailles, j'ai tout un tas de médailles précisément de saisons passées que les joueurs n'ont jamais récupérées. Oui. Que vous, avec votre fournisseur, vous avez une entente comme pour qu'ils puissent récupérer ça pour recycler Ben non, ils sont à ma connaissance, non, parce qu'ils sont à l'effigie de Concordia. Et ils font pas, eux autres, de la fonte nécessairement de médailles, à ma connaissance. Là. Ils font produire les médailles, mais non, on n'a pas ça tel quel. Non, il n'y a pas de recyclage. Nous, ce qu'on fait, c'est tant à dire, mais on les met aux poubelles. C'est pour ça que je posais la question, parce que comme il y a logo ou des trucs de Concordia, je ne me sentais pas trop en sécurité de juste les jeter, puis c'est tout, parce que n'importe qui pourrait les prendre et on ne sait jamais ce qu'il pourrait faire avec. Hein. Oui, en effet. Et au poids, ça peut se vendre au métal. Ah. Quand tu enlèves les rubans, tu envoies ça dans le recyclage du métal, ça va donner quelques sous pour financer ton club. Mais tu sais, c'est un peu ça le dilemme. Mais tu vois, c'est ça le dilemme. On se retrouve avec des médailles, puis fin de saison, il y en a qui viennent les chercher, il y en a qui viennent pas les chercher, puis on se retrouve avec plusieurs centaines de médailles. Puis même vous autres, d'ailleurs, j'avais eu dans le temps des Braves de Mario Calabrese le commentaire, je ne sais pas combien dans mon club, parce que quand on les reçoit à la fin de saison, les gens viennent plus les chercher. Fait que là, on se dit, non, c'est un peu ça. C'est plate un peu parce que comme quand il y a un groupe comme Julien parlait, ou est-ce que là, il serait peut-être été utile de les avoir, mais là, cette année, il y a une décision qui s'est prise parce qu'à un moment donné, on ne peut pas commander X nombre de milliers de médailles si on n'est pas capable de les remettre, etc. Fait que c'est une décision vraiment exceptionnelle cette année. Fait que c'est ça. Alors, sur ce, moi, je suis pas pressé, là, en passant, mais sur ce, on n'est pas pire, hein, il reste 9 minutes avant le 3 heures. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Puis s'il y a des questions par la suite, les délégués, on les contacte pour nous contacter, moi, Michel, etc.